Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider. Vincent Gann pour vous retrouver comme d'habitude chaque après-midi. Aujourd'hui à 15h15, pas de statistiques américaines cet après-midi. Par contre, la semaine elle va être marquée par un certain nombre de rendez-vous monétaires, en fait des prises de parole. Vous le savez, un certain nombre de gouverneurs ou de membres de comités exécutifs de banque centrale s'expriment. Alors on a par exemple Mario Draghi jeudi à Washington lors d'une réunion commandée par le Fonds monétaire international, mais finalement à partir de demain, chaque jour, quelqu'un prendra la parole, soit en ce qui concerne la politique monétaire de la Banque centrale européenne ou celle de la Réserve fédérale des États-Unis. En attendant, les opérateurs sont toujours parfaitement conscients des difficultés économiques au sein de la zone euro, du découplage monétaire fort entre les États-Unis et la zone euro et au sein même de la zone euro, avec par exemple des trajectoires différentes que prennent les indices MIB, IBEX, CAC ou DAX. On a des parcours relatifs qui sont très différents. Alors aujourd'hui cependant, on a quand même eu ce matin des chiffres économiques en provenance d'Allemagne, et d'ailleurs c'est peut-être quelque chose de nouveau. L'Allemagne n'était pas jusqu'à présent et encore jusqu'à l'été dernier un thème économique d'inquiétude pour le marché. L'Allemagne était même plutôt un thème rassurant pour le marché. En tout cas, je pense que si on avait retraité la part de l'Allemagne dans l'euro-dollar, eh bien sa valeur ne serait pas de 1,25 $, mais probablement nettement inférieure. Eh bien, depuis le mois d'août et la publication, rappelez-vous, d'un taux de croissance négatif au second trimestre pour le PIB allemand, en tout cas d'un trimestre à l'autre, eh bien les indicateurs macro allemands ont plutôt inquiété, en tout cas en ce qui concerne le secteur manufacturier qui est très important, on le sait, pour la croissance économique en Allemagne. Et normalement, eh bien, demain, le Fonds monétaire international devrait revoir en baisse ses perspectives de croissance pour l'Allemagne. Donc ce qui peut aussi probablement expliquer le comportement du DAX, qui, eh bien, depuis le début de l'année, plafonne sous les 10 000 points. Pour l'instant, 8 mois de distribution entre 9 000 points et 10 000 points, et un indice qui a été beaucoup plus vendu que le CAC 40 depuis le 19 septembre. Alors pourquoi parler de l'Allemagne aujourd'hui? Parce que c'est finalement le seul pays qui aujourd'hui a proposé des statistiques économiques. Vous les avez sous les yeux. Il s'agit de l'évolution mensuelle des commandes industrielles avec un repli de 5,7%. Donc ici au mois d'août par rapport au mois précédent. Demain matin d'ailleurs, nous allons prendre connaissance des chiffres de la production industrielle en Allemagne. Donc voilà des choses qui affaiblissent le DAX. Alors de quoi allons-nous parler bien cet après-midi? Nous allons tout d'abord revenir sur les records absolus, et dites-vous bien que ce sont des choses qui ont été vérifiées, les records absolus historiques avec un grand H pour le coup, puisque là on s'inscrit vraiment dans l'histoire de cet actif, les records absolus du dollar américain. Alors, quels sont ces records? Déjà, première question, comment est-ce qu'on peut apprécier la performance d'une monnaie? Pour cela, on utilise des indices devises. Alors, vous avez sur notre site installé par défaut le Dow Jones FXM Dollar Index, qui nous avait permis d'ailleurs, dès le début du mois de juillet, de voir venir les points bas du dollar américain, et donc la baisse des paires en dollars. Mais vous avez sur les marchés un indice qui est un peu plus suivi quand même, nettement plus, pour être honnête. Il s'agit d'un dollar index qui pondère d'une manière assez différente les monnaies. Alors j'ai écrit un petit article ce matin qui vous rappelle un peu comment est calculé cet indice, simplement ce qui me permettra ensuite de lister tous les records qui ont été atteints en termes d'appréciation et de momentum par cette monnaie. Alors comment il se compose? Eh bien face à lui est opposé l'euro, donc à hauteur de 57%, le yen à hauteur de 13,5%, la livre sterling à hauteur de 12%, le dollar canadien 9%, la couronne tchèque 4,2% et enfin le franc 3,6%. Cet indice il est très suivi, notamment donc par la communauté des investisseurs institutionnels, et donc je vais vous le remontrer ici. Alors où est-il? Il est là. Et donc la semaine dernière, vendredi, 12 semaines consécutives de hausse. Alors bon, j'ai titré mon article Méfiez-vous du chiffre 13. C'était pour faire un titre un peu étrange, en tout cas qui attire. Mais au-delà de ça, nous sommes actuellement donc dans, si le dollar américain devait faire des nouveaux plus hauts, dans la 13e semaine consécutive de hausse. Faut-il se méfier de cette 13e semaine, et quelles sont les raisons autres que ce chiffre 13 qui fait tant peur aux États-Unis? Eh bien les raisons sont lesquelles? Lorsque vous regardez ici l'US Dollar Index, dont le symbole est DXY, eh bien un certain nombre de records absolus ont été atteints. Alors
12 semaines consécutives de hausse, c'est une première chose. Alors les records sont faits pour être battus, hein, bien sûr, mais en tout cas, ce n'est pas anecdotique. En termes de momentum, lorsqu'on étudie l'indicateur technique RSI, eh bien là aussi, le record absolu qui avait été établi en 1997, en janvier 1997 pour être précis, a été battu la semaine dernière. Et enfin, toujours selon cet indicateur DXY, eh bien, nous n'y sommes pas encore, mais nous nous approchons grandement d'une résistance en place depuis, résistance baissière, hein, en place ici depuis 1985. Depuis 1985, une oblique de résistance. Alors, pour être franchie, probablement, elle le sera d'ailleurs franchie à la hausse. 2015 ou peut-être d'ici la fin de l'année 2014, aucune idée, mais en tout cas ça fait partie cette fois-ci des éléments qui invitent peut-être à attendre une consolidation. Alors pour l'instant elle ne vient pas, on a eu une matinée, un début de session européenne qui était plutôt favorable justement à des prises de bénéfices. Alors c'est quelque chose que vous avez notamment pu apprécier sur la paire euro-dollar, sur laquelle nous avions mentionné vendredi l'existence donc d'un canal de baisse, bon, que vous connaissez tous ici, un canal de baisse en données 4 heures. Je pense qu'il existe depuis suffisamment longtemps pour que vous l'ayez tous tracé sur votre plateforme. Et donc ce bas de canal passait à proximité des 1,25 $. Alors que peut-on penser du rebond de 70 pips qui a été fait par l'euro-dollar? Alors, première chose qu'on doit en penser, il n'a pas commencé au milieu de nulle part. Il y a des explications, on va dire, techniques, qui ont permis de le voir venir. Est-il convaincant? Est-il hors norme? Sort-il de ce que l'euro-dollar nous a proposé comme rebond technique depuis 4 mois? Eh bien, pour le moment, non. Pourquoi non? Parce qu'aucune résistance n'a été franchie, la première se situant à 1,2570. Et puis surtout, pour le moment, on ne peut pas dire que la motivation des investisseurs soit énorme, en tout cas selon le volume d'échanges réels. Ici, donc, vous avez les capitaux réels négociés donc, chez FXM dans le monde sur la paire euro-dollar, et donc il suffit d'utiliser une barre verticale pour constater que les cassures de support se font sur un volume très important ici, exprimé donc en millions de dollars. Et lorsque j'étudie le volume d'échange depuis les 1,25 $, eh bien il est extrêmement réduit ici sur la base de ces histogrammes basés sur les chandeliers japonais 4 heures. Donc je pense que pour le moment, eh bien, la paire reste sous pression. Cependant, voilà, par rapport à un certain nombre d'éléments avancés, on peut s'attendre à une semaine différente. Alors, quels seraient justement des éléments techniques qui permettraient d'envisager davantage de progression? Eh bien, j'en vois deux. D'une part, franchir 1,2570 serait déjà quelque chose de nouveau parce qu'il s'agirait d'une résistance en 4 heures, et ça fait, écoutez, si je prends un peu de recul, depuis le 18 août, on n'a pas franchi une résistance 4 heures. Mais en tout cas, voilà un niveau à surveiller, 1,2570. Comment est-ce qu'on doit voir un 25,70 une résistance à vendre ou un point d'accélération haussière? Alors j'imagine que là, on peut défendre les deux avis. Cependant, je me méfierais pour des stratégies de vente agressives qui seraient placées sous cette résistance. Et j'aurais plutôt tendance à surveiller son éventuel franchissement. Mais pour le moment, eh bien, le marché reste en dessous. Ça, c'est clair et net. On est vraiment devant. Il n'y a pas de rejet. Il n'y a pas de rejet pour autant. Maintenant, ce qui me manque pour me convaincre, j'aimerais au moins avoir un pic de volume à l'image de ce qu'on a pu avoir ici sur ces chandeliers 4 heures qu'emportaient les supports. Et donc concrètement, quel serait un pic de volume intéressant ici en intraday? Eh bien, il faudra aller à peu près chercher ici ces niveaux. Ça me paraît, ouais, c'est vraiment ça qui me paraît important. Au moins, voilà, sur la base d'un chandelier 4 heures, un bon milliard de dollars, quoi. Ici donc exprimé en utilisant l'effet de un bon 2, pardon, en utilisant ici l'effet de levier, hein. C'est ce que vous pouvez lire ici sur l'axe des prix. Donc voilà actuellement où en est la paire euro-dollar. On comprend qu'elle reste sous pression. Alors là, c'est clairement la non-action, l'inaction de la Banque Centrale Européenne, hein, qui a prolongé ce mouvement de baisse de l'euro sur le marché des changes, ce mouvement de baisse de la paire euro-dollar.
Et donc ce dollar US qui atteint un certain nombre de records. Et puis vous avez tous pu observer donc vendredi le bon rapport sur l'emploi aux États-Unis qui montre qu'aux États-Unis il y a une reprise économique qui est réelle alors qu'elle n'existe pas en Europe. Et si elle existe en Europe, elle n'existe pas dans tous les pays. Et notamment pas en France par exemple et pas en Italie non plus. Alors justement, elle n'existe pas en France. Euh, Beaucoup de déceptions d'ailleurs pour cette économie française. Aujourd'hui, que se passe-t-il sur cet indice CAC 40? Alors, il est en rebond technique depuis la session du 2 octobre, en fait depuis l'ouverture vendredi, en fait non, depuis la fin de la session américaine jeudi dernier, hein, lorsque les indices US avaient bien consolidé. Je ne sais pas si vous avez jeté un œil aujourd'hui aux composants du CAC 40, mais ce sont essentiellement des valeurs dollars ou matières premières qui se tiennent bien. L'industrie automobile par exemple aujourd'hui tient plutôt bien. On a vu Airbus, Michelin, Renault, tout simplement parce qu'à terme, eh bien, ce sont des valeurs qui peuvent profiter justement d'un euro faible et d'une, au contraire, appréciation significative du dollar US. Sauf que pour que cela agisse sur les marges, il faut du temps. En tout cas, aujourd'hui, ce sont des valeurs qui sont cherchées. Donc, on voit clairement que dans le rebond aujourd'hui du CAC 40, il n'y a pas une prise de risque. Il y a plutôt un arbitrage qui est lié à des éléments, je dirais, intermarchés. Par exemple, la chute de certaines matières premières, notamment les prix de l'acier ou les prix de certains métaux, peuvent favoriser des entreprises qui les utilisent en amont. Par exemple, le secteur automobile, mais là aussi à terme. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la reprise du CAC 40 reste sur le mois purement technique. Alors pour des éléments de composition du CAC, maintenant sur le plan technique, que peut-on voir? Alors le CAC nous avait fait une espèce de flag inversé. Bon, j'invente un peu la figure, mais on retrouve l'esprit. Un peu ce drapeau inversé dont il était sorti par le bas en accélérant à la baisse le 2 octobre, en pleine conférence de Mario Draghi, qui avait donc extrêmement déchu. Déchu pourquoi? Parce que les investisseurs ont conscience que la zone euro et la France et l'Italie notamment sont dans une situation déplorable et que les investisseurs n'ont pas eu les attentes attendues, n'ont pas eu les annonces attendues. Donc le marché européen, et notamment au sein des indices européens les plus faibles, ont été vendus, et voilà qu'on est maintenant rentré en retracement, et donc je pense toujours que sous les 4340 points, pourquoi 4340 points? C'était le niveau daily, mais c'est aussi plus ou moins le point de décrochage de jeudi. Eh bien je pense que c'est un marché qui reste sous pression, et maintenant la structure graphique de la reprise est plutôt classique d'un rebond technique avant reprise de la baisse. Clairement, si dans cette phase de reprise depuis jeudi on avait eu un énorme volume, si j'avais pu observer des valeurs bancaires fortement recherchées, j'aurais pu penser autrement. Mais ce n'est pas actuellement la structure du rebond. Donc je pense que nous sommes probablement dans une reprise en drapeau. Voilà, je pense que sous 4340 points, c'est un marché qui peut reprendre le chemin de la baisse. Quand bien même on retournerait chercher 4004, je le penserais aussi parce que 4004 c'est vraiment du lourd. Et c'est ce que je vais vous montrer en données hebdomadaires. Les marchés actions européens ont cassé les moyennes mobiles à 30 semaines alors qui certes sont plates, on verra ça tout à l'heure, mais en tout cas ça fait office de résistance. Donc le CAC 40 reste extrêmement faible, le MIB aussi d'ailleurs. Au sein des marchés actions européens, je pense que le CAC et le MIB sont en priorité à vendre sur rebond technique. Le DAX lui aussi est faible. Le DAX est faible, alors, là aussi pour tout un tas de raisons, et probablement parce que l'Allemagne a été un nouveau thème d'inquiétude pour le marché. En tout cas, elle ne l'était absolument pas avant. Donc voilà pour le CAC 40, on verra que les indices actions américains sont dans une situation complètement différente et finalement c'est bien parce que eux ont tenu le choc pour le moment que le CAC a cette possibilité d'entrer donc dans un rebond technique. Donc voilà pour ce qui est de l'indice CAC 40. Je vous l'ai montré ici en données 4 heures et j'ai tenu aujourd'hui par commencer par ces graphiques intraday parce que bon, je pense qu'ils sont importants. En tout cas, pour conclure sur le CAC 40 et l'euro-dollar, le CAC surveillait quand même cette reprise en drapeau, qui est en plus un drapeau qui se construit dans ce grand corps baissier en données 4 heures ici du 2 octobre.
Donc c'est plutôt mauvais signe. Quant à l'euro-dollar, surveillez 1,2570 $, peut-être davantage comme un seuil d'accélération haussière, car ça fait quand même longtemps que nous n'avons pas vu la partie haute du canal de baisse, qui passe sur les 1,27 $, 1,2750. Comment être convaincu d'une tentative de franchissement de résistance si une telle tentative devait avoir lieu? Eh bien, je vous rappelle que l'histogramme ici du volume d'échange réel s'actualise en temps réel. Je n'appuie sur actuellement aucun bouton. Et regardez, vous avez ici en millions de dollars, donc en millions de dollars, le volume d'échange réel qui s'actualise tout seul. Il se recharge à peu près toutes les 10 secondes. Donc, n'hésitez pas, surtout si vous faites de l'intraday, du day trading, voire du scalping, à avoir en permanence votre volume d'échange réel, les capitaux réels envoyés sur le marché. Ici donc sur la paire euro-dollar. Et donc vous constatez comme moi que pour le moment, ça reste quand même très faible ici sur la paire euro-dollar. Vous devez de toute façon faire ça, je pense, pour l'ensemble des paires majeures. Le DAX 30, alors souhaitons la bienvenue au DAX qui revient parmi nous après nous avoir laissé vendredi dernier, puisque c'était fête nationale, enfin journée de l'unité nationale en Allemagne. Le DAX revient parmi nous et conserve pour l'instant une orientation baissière depuis les 9800 points. Et cette fameuse séance du 19 septembre, qui est importante sur ces marchés actions européens, c'est un indice qui est sous pression. Et sur le plan technique, je vois pas forcément de figure un peu comme le CAC 40, mais au fond, si on décortique ici en intraday la façon dont ce marché baisse depuis le 19 septembre, on a un mouvement de baisse qui dure à peu près, voilà, il se déploie sur 2-3 heures, un grand corps de baisse, une petite reprise avec des petits chandeliers japonais, un choc idem, et là donc on revient travailler ce chandelier. Je surveille ici une oblique de tendance qui permettrait de mettre en place des stratégies de vente en données 4 heures. Alors actuellement cette ligne de tendance, on comprend qu'elle passe un peu plus haut au contact des 9400 points. Est-ce que ce marché peut aller les rechercher? En tout cas, revenir chercher cette oblique de résistance serait, je pense, une bonne opportunité de vente sur ce marché allemand qui reste bien sous pression. Alors là c'est un graphique en données 4 heures, mais les graphiques d'un horizon de temps supérieur me donnent à peu près le même message. Quels seraient les objectifs de rebond technique, je dirais maximum, ou en tout cas des points qui m'intéresseraient? Eh bien on regardera tout à l'heure les moyennes mobiles à 30 semaines. Alors maintenant l'USD Yen, toujours en données 4 heures, et ensuite on regardera l'once d'or. Là aussi je me suis intéressé à la façon dont le volume d'échange, à la façon en fait dont l'USD Yen est tradé en réel depuis le 28 août, puisqu'on a vraiment une phase haussière puissante qui a démarré ici à la fin du mois d'août sur l'USD Yen, et notamment depuis la cassure de ces 105,50. Donc ici c'est vrai que je ne l'ai pas remis, mais je vais remettre ici les 105,50. En passant, demain matin, la Banque centrale du Japon prend une décision de politique monétaire. Donc ça c'est important à suivre, puisqu'il y a actuellement au Japon beaucoup d'incertitudes sur la façon dont est lue la chute du yen, c'est-à-dire que le gouvernement japonais la trouve trop rapide. Bref, peut-être du point de vue du positionnement des capitaux internationaux par rapport au placement dans cette devise, je ne sais pas. Et au contraire, la Banque centrale du Japon, elle est plutôt satisfaite, puisqu'elle n'a qu'un seul objectif, la quête de l'inflation, la quête de la hausse des prix, la quête de la hausse des salaires, etc. Et elle espère que la baisse du yen peut favoriser cela. Est-ce pour l'instant avéré par le marché? Bon, on comprend que, a priori, lorsqu'on regarde les chiffres économiques au Japon, ça n'a pas été suffisant pour le moment. Est-ce que ça le sera un jour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle fait son job et elle essaye de faire tout ce qui est en son pouvoir pour affaiblir cette monnaie qui, pourtant, et ça c'est quelque chose à noter, est achetée depuis jeudi dernier. Donc, depuis jeudi dernier, le yen est acheté par le marché. C'est ce que vous montre l'indice devise, dans des proportions assez réduites, mais en tout cas, en amont de cette décision de politique monétaire, le yen est acheté. Alors, maintenant, envisageons l'USD yen. L'USD yen a atteint une résistance
un objectif de cours résistance à 110 yens, ça c'était la semaine dernière. Vous invitez à le vendre une première fois pour viser l'objectif théorique d'une configuration intraday en biseau. Voilà, ce type de structure. L'objectif il a été fait en quelques heures puisqu'en réalité il était déjà fait vendredi matin. Donc on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chandeliers 4 heures. Objectif de cours fait. On rejoint une ligne de tendance importante, ici en place depuis le 28 août. Rebond. Et puis on réaccélère, on retourne chercher ces 110 yens. Alors là c'est pas évident, le marché n'est pas allé rechercher 110 yens, cependant on comprend que c'est une résistance importante. Moi il y a deux choses que je trouve nouvelles sur l'USD Yen. Observer sur quel type de chandelier les pics de volume d'échange réel ont été marqués. Deux chandeliers attirent mon attention. Celui du 25 septembre ici, en début d'après-midi en Europe, et celui du 1er octobre ici à nouveau en début d'après-midi en Europe. Ce sont ces deux chandeliers qui ont vu l'USD Yen reculer, qui ont attiré le plus de capitaux. En tout cas, on comprend que des transactions importantes ont été faites dans ces deux chandeliers de baisse, donc on peut imaginer dans quel sens le capital a été investi. Alors je ne sais pas si 110 sera un top qui va couvrir les cours tout au long du mois d'octobre, mais on comprend que là il y a quelque chose qui se passe. Mais bien sûr derrière la construction de cette paire de devises, il y a à la fois le dollar US et le yen. Alors on sait que le dollar US atteint des records absolus, des records tellement incroyables qu'on imagine qu'à un moment ou à un autre il faut justement les consolider ces records pour peut-être derrière en établir de nouveaux. Mais pour le moment c'est compliqué. Donc 110 cependant reste une résistance importante, peut-être pour des vendeurs agressifs. Par contre si elle était franchie, forcément ce marché irait plus haut. Mais voilà, je trouve que la reprise de l'USD Yen depuis les 108,25 s'est faite dans un volume extrêmement étroit, alors que ces deux chandeliers de baisse ont été accompagnés d'un réel engouement capitalistique, on va dire. Donc 110, forte résistance ici démontrée par l'étude, le décortiquage on va dire du volume d'échange réel. Donc en termes de chandelier en données 4 heures, c'était plus ou moins les seuls graphiques que je voulais vous montrer. On va regarder maintenant davantage sur l'horizon de temps journalier. Cependant voilà ce que je vous invite à fortement surveiller lors des prochaines heures. Donc on va quitter cet horizon de temps et continuer, laisser comme d'habitude traîner vos questions dans le chat pour que je puisse y répondre dans un second temps. Alors, maintenant nous allons jeter un œil aux autres paires majeures autres que l'euro-dollar et l'USD Yen en données journalières. Donc la UDUSD, le NZD-USD, on connaît en plus leur situation, elles tentent de créer des supports importants. Le GBP USD compensé, que penser donc de cette livre sterling qui est, et je n'attendais pas ça, sous pression. Alors ça n'a pas été le cas dans un premier temps, et puis finalement si, depuis la fin de l'incertitude sur le référendum concernant l'indépendance de l'Écosse. Alors justement, comme anticipé, depuis le marché a beaucoup parlé de la Banque d'Angleterre. Banque d'Angleterre qui prend une décision cette semaine. C'est une semaine qui voit la RBA, la BOJ et la Banque d'Angleterre s'exprimer. La RBA et la BOJ c'est là dans quelques heures, bientôt, c'est la nuit prochaine. Et la Banque d'Angleterre c'est jeudi, si mes souvenirs sont bons, ou mercredi, jetez un œil avant le calendrier économique. En tout cas ça se passe cette semaine. Toujours aparté en parlant de politique monétaire, le rendez-vous de la semaine, vous avez la conférence de presse de Mario Draghi à Washington jeudi, mais vous avez surtout mercredi soir les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis. Pourquoi est-ce important de suivre et de lire avec attention le communiqué qui sera rendu public mercredi soir à 20h? Tout simplement parce que la Réserve fédérale des États-Unis avait un objectif de taux de chômage à 5,9% pour la fin de l'année 2014, sauf que cet objectif a été atteint au mois de septembre. Alors est-ce que cela va amener des modifications de prise de position au sein du comité décisionnel? À voir. En tout cas, certaines personnes, on a hâte en fait à l'intérieur de ce FOMC de connaître
justement leur opinion à ce sujet. Il y a bien sûr tout au long de la semaine d'autres prises de parole qui ne manqueront pas de réagir à cet excellent rapport sur l'emploi qui a été rendu public vendredi. Et cette interprétation, en fait, elle sera tout simplement primordiale, puisque si elle est vraiment positive, cela peut parfaitement permettre au dollar US d'établir, et c'est pas ce que je privilégie, mais après, bon, une 13e semaine consécutive de hausse, mais là, franchement, bon, mais après tout est possible, mais je ne le privilégie pas. Ou pas. Alors, je vous avais promis les autres paires majeures en données journalières. C'est parti. Et on commence tout de suite par l'AUD-USD et le NZD-USD. Alors, l'AUD-USD, je l'aime bien parce que je vous avais proposé à une époque une alerte sur le site posant la question comment est-ce qu'on pouvait utiliser les précédentes phases de couteau qui tombe pour savoir, à un moment ou à un autre, un chandelier daily qui permet d'anticiper, disons, 24 à 48 heures de rebond technique. Alors, l'AUD-USD, il a permis de répondre à cette question, mais pour l'instant, ça n'a duré que 24 heures derrière. On avait eu d'abord ce marteau ici, le 1er octobre, marteau sur 0,8860, dont l'objectif de cours a été fait dans la foulée, c'est-à-dire le lendemain. Et finalement, lorsqu'on a ce type de chandelier, je pense qu'on peut prendre position en fait à la clôture du chandelier ou quelques petites demi-heures avant. Puisque voilà, derrière on a généralement un effet mais qui peut ne durer que quelques heures, en tout cas la séance suivante, puisque dès la séance du 3 octobre on a avalé ce chandelier positif et le marteau, mais 0,8660 tient toujours. Qu'est-ce que le marché construit sur 0,8660? Autant vous dire que personne ne le sait. Cependant, quelles sont les possibilités? La première, et c'est finalement celle que l'on doit privilégier du point de vue de la tendance de fond, c'est un range. Une phase de transition latérale, alors qui a pu durer combien de temps, je ne sais pas. Pourquoi pas une phase latérale entre 0,8660 et 0,8830? Ce que je pense, c'est qu'un jour, prochainement, avant la fin de l'année, ce 86,60 sera cassé et le marché ira rejoindre ici davantage une zone proche des 0,84. En fait, on a un canal de baisse ici. Sauf que, voilà, à l'observation, je dirais, du momentum daily, je pense que la paire a besoin d'entrer dans un marché latéral pour soit permettre un rebond technique, dont l'amplitude, on pourra l'anticiper en utilisant par exemple la moyenne mobile exponentielle à 10 jours. Au passage, si la moyenne mobile exponentielle à 10 jours a une importance sur la paire AUD-USD, vous avez sur la paire euro-dollar la moyenne mobile exponentielle à 13 jours. 13 jours, je la trouve encore plus optimisée que celle à 10 jours. Moyenne mobile exponentielle à 13 jours. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette moyenne mobile? Imaginons que le marché, et pour l'instant il n'en prend pas la direction, soit capable, à l'aide d'un volume énorme, donc n'oubliez pas votre histogramme 4 heures sur la paire euro-dollar, de franchir 1,2570, cela renverrait cette paire au contact de l'EMA13. L'EMA13 qui passe sur 1,2690. Donc, on a un seuil à 1,2570 qu'on doit travailler sur la base des chandeliers 4 heures. Pour le moment, depuis les 1,25, il y a bel et bien eu 70 pips de rebond, et peut-être que certains en ont profité. Alors maintenant, que penser de la livre sterling? Alors, c'est vrai que tout à l'heure j'ai perdu le fil de ce que je disais, mais la livre sterling, je suis ennuyé. Pourquoi suis-je ennuyé? Alors, je vais aller faire un saut du côté du pound sterling index. Il y a des statistiques cette semaine concernant le Royaume-Uni. Je suis ennuyé parce que au sein de la Banque d'Angleterre, il n'y a finalement jusqu'à présent jamais eu une partie majoritaire en faveur d'une hausse des taux par la Banque d'Angleterre. Sur les 9 membres du comité, l'équivalent du FOMC on va dire, ou du directoire de la BCE, ils ne sont que 2 pour l'instant à l'avoir demandé pour le premier semestre 2015. Alors seront-ils davantage? On aura sûrement des réponses cette semaine,
Mais lorsque j'observe le Pound Index, vous l'avez ici. Alors attendez, je vais recharger parce que tout vient de sauter. Vous l'avez ici en données hebdomadaires, donc les chandeliers hebdomadaires. Alors clairement ça permet de prendre suffisamment de recul pour comprendre que c'est une monnaie forte du point de vue de sa tendance. C'est-à-dire que ça fait plus d'un an qu'elle monte et elle a la médaille d'argent, quoi. Une bonne deuxième place au classement des devises. Personne ne peut lui contester sa deuxième place. Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons déjà ici ces sommets de l'année 2009 sur le pound sterling, qui a bloqué la hausse une première fois ici en juillet 2014. On a fait ici, début septembre, un marteau hebdomadaire en données sur ces chandeliers hebdomadaires, sur le pound index, suite justement au non, sur l'indépendance de l'Écosse. Je pensais que cela allait générer de la hausse, ce qui a été le cas pendant 2 semaines de hausse, mais le marché n'a pas réussi à revenir tester ces points de juin dernier. Et donc, c'est ce que je proposais via une alerte vendredi ou jeudi dernier, on est rentré dans une zone neutre à court terme. C'est-à-dire qu'on est coincé entre les hauts de juin, sur le pound sterling, pas sur le GBP USD, et les bas, ici, du mois de septembre 2014. Donc, à court terme, eh bien, la situation technique s'est neutralisée, ce qui m'invite, je pense, maintenant à la ranger en attendant d'y voir plus clair. Peut-être du côté des stratégies maintenant de stock picking, sachant que la tendance, voilà, à court terme, là, c'est du déjà vu, hein. Lorsque vous prenez la tendance de la livre sterling, elle a déjà fait des phases latérales comme ça en septembre 2013. Elle avait fait une phase latérale entre janvier et mars 2014. Mais voilà, là on a quand même une situation qui devient un peu plus incertaine. Mais nul doute, lorsqu'on voit quand même, là aussi, je parlais tout à l'heure de découplage au sein même de la zone euro. Mais entre la zone sterling et la zone euro, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'il y a quand même une reprise économique qu'on peut juger à peu près réelle en Angleterre. Alors qu'en sein de la zone euro, la reprise économique, il ne s'agit pas de juger de sa réalité ou pas, elle n'existe pas. Alors, voici ici le pound sterling. Qu'est-ce que fait ce marché depuis début octobre? On retrace cette dernière impulsion haussière, celle qui avait commencé ici le 10 septembre. Et là, je suis perdu. Je ne peux pas vous dire où va cet indice de devise à court terme. On retrace ce mouvement-là, mais je vois autant d'éléments. En fait, dès que je vois un élément positif, je trouve immédiatement en face un élément négatif d'égale puissance. Et donc forcément, j'en ai une conclusion qui est neutre. Voilà. Alors après, peut-être sur des paires en sterling précises, j'aurai une vue plus claire, mais en tout cas, sur ce positionnement général, pour ce qui est du court terme, disons quelques semaines, là, j'ai du mal. Je pourrais pas vous dire exactement. J'aurais beaucoup moins de conviction que sur d'autres marchés, quoi. Donc voilà. Alors, je continue justement sur ces graphiques et je vais m'attarder alors rapidement des choses à vous montrer sur les indices boursiers et ensuite je vous donne ma vue sur les matières premières. Alors d'ailleurs, si vous faites du trading action, ce qui sera bientôt le cas chez FXM, je vous invite à étudier dans le CAC 40 les actions qui sont très sensibles à la fois à la valeur du dollar et aussi au prix des matières premières. Dès lors qu'on a l'installation d'une tendance durable sur le dollar et sur certaines matières premières, on peut imaginer que certaines actions peuvent en bénéficier. Et donc partir du principe que dans des phases de rebond technique, c'est elles qui peuvent être recherchées. Voilà. On affinera lorsque vous pourrez trader les actions chez nous, mais il y a sûrement des choses ici à travailler. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de la moyenne mobile à 30 semaines. Cette moyenne mobile à 30 semaines, elle m'intéresse parce qu'elle me permet de dire quels sont les indices sur lesquels il faut privilégier les stratégies de vente. Elle me permet aussi d'attraper ce que pourrait être l'amplitude max d'un rebond technique. Vous avez ici sur le CAC et le DAX les chandeliers japonais hebdomadaires avec des moyennes mobiles à 30 semaines qui sont plates, qui passent ici à 4400 sur le CAC et qui passent à 9590 sur le DAX. Ces niveaux sont, selon moi, ce que pourrait être l'amplitude maximum en mèche haute des rebonds techniques.
même si je pense que déjà 4340 est une résistance importante sur le CAC 40. Vous avez exactement le même type de lecture sur l'indice Eurostoxx 50. Observé par le passé, à chaque fois que l'Eurostoxx 50 a cassé la moyenne mobile à 30 semaines, nous avons au moins eu une semaine de plus de baisse. Donc, c'est ce que je pense ici de l'Eurostoxx 50. Et d'ailleurs, sa configuration en données journalières, elle est moche. Je vais vous la remontrer tout à l'heure, car c'est ce que je vous remontre tous les jours. Les indices US sont quant à eux forts, il n'y a rien à dire. Alors, certes, ça plafonne sérieusement, ça s'arrondit. Le rôle de la moyenne mobile à 30 semaines, je pense que vous pouvez le voir. Ce qui est certain, c'est qu'un jour, si à la moindre première cassure weekly de cette MM 30 semaines, autant vous dire que cette fois-ci, on aura une correction supérieure aux corrections auxquelles nous étions habitués par le passé. Mais pour l'instant, et encore la semaine dernière, mèche basse aux États-Unis sur la moyenne, sur ces moyennes mobiles à 30 semaines. Dans tous les cas, à l'image du découplage monétaire, de la divergence macroéconomique, logique de retrouver le même type de divergence sur le prix des actifs financiers. Et finalement, là nous avons, je dirais, non pas des fondamentaux qui drivent le marché, mais peut-être des différentiels de fondamentaux qu'on retrouve bien dans les différentiels des actifs financiers. Et enfin le MIB et l'IBEX, c'est pareil, je les ai rassemblés. Ces indices du sud de l'Europe, le marché a fait un choix. Actuellement, il y a une stratégie long-short qui fonctionne bien. C'est la stratégie long Espagne, short Italie. Pourquoi? Eh bien parce que la situation économique de ces deux pays, elle parle d'elle-même. Il y a des espoirs, en tout cas un semblant de retour de croissance en Espagne. L'Italie, c'est la France. C'est pareil, ces deux pays sont empêtrés dans un marasme économique énorme. Et au final, vous avez le MIB qui est sous sa moyenne mobile à 30 semaines et vous avez l'IBEX, lui, qui est beaucoup plus fort. Alors de là à chercher des achats sur l'IBEX, non. Mais dans le cas de stratégie long-short, ça c'est des choses qui peuvent se mettre en place. Donc voilà, ça c'était quelque chose que je voulais vous montrer. Maintenant le sterling et le GBP USD, je me suis posé la question comme vous tout à l'heure, mais qu'est-ce que fait ce GBP USD? Parce qu'au fond, il s'agit de l'opposition de la médaille d'or et de la médaille d'argent, hein, si vous me permettez l'expression, depuis un an sur le FX. Sauf que ce GBP USD décroche beaucoup plus que le sterling index, et là en fait il travaille, il se retrouve ici sur ce seuil des 1,60, voilà 1,60. Lorsque je check mon graphique weekly, que je regarde notamment le RSI weekly, j'ai pas encore de pré-signaux qui me disent que 1,60 va tenir. Donc ça peut casser, hein, ça peut. Mais j'ai non plus pas du tout envie de le vendre. C'est trop survendu, enfin c'est pas possible quoi. Donc la situation est compliquée ici, mais on comprend l'importance de cette zone des 1,60, qui n'est pas n'importe quoi. C'est aussi 50% de retracement de toute la hausse depuis les 1,48. Donc 1,60 n'est pas n'importe quoi sur le plan d'analyse technique. Alors maintenant on va aller voir en données journalières sur le câble, ensuite topo sur les matières premières et ensuite questions-réponses. Alors c'est parti, ça charge. Et je n'oublierai pas l'USD CHF. Alors pourquoi je n'oublierai pas l'USD CHF? La réponse dans un instant. Tout d'abord le GBP USD. Bon voilà, 1,60. Enfin je sais pas. Après, bon, on revient. Ce qui est certain. Après vous allez me dire, mais vous nous avez dit qu'un 62,80 allait tenir. Ça a cassé, la stratégie elle était erronée, ça c'est certain. Cependant, 1,60, on a vu que c'était 50% de retracement. Il y a quand même une zone énorme ici. Bon, c'est plutôt entre 1,59 et 1,60. Bon,
Bon, je manque pour le moment de réponse pour appuyer, on va dire, ce qui est plus une intuition pour le moment, et c'est jamais vraiment bon en bourse, donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet. J'aimerais au moins voir le GBP USD refranchir 1,61 pour pouvoir affirmer quelque chose d'un peu plus profond. Mais honnêtement, au niveau actuel des cours, j'arrêterai de chercher des ventes. Et voilà donc le ratio de retracement qu'on travaille, 1,60, 0,24. Pile poil, donc c'est ça quelque chose d'important. Après ça reste extrêmement faible et les cours restent couverts par la MM 20 jours. Il y a des chiffres économiques qui tombent tout au long de la semaine, donc on y verra probablement rapidement plus clair. De toute façon, ce qui prendra le dessus, ce sont les fondamentaux monétaires et les attentes de politique monétaire. Si nous avons cette semaine à nouveau un comité exécutif de la Banque d'Angleterre qui n'est pas beaucoup plus tranchant quant à une possible hausse des taux, on peut parfaitement imaginer qu'elle cassera ses supports. Et enfin l'USD CHF. Alors l'USD CHF, ça monte, c'est puissant. Prochaine résistance vraiment que je vois, c'est 0,9750. En fait, on a cassé à la hausse cette oblique de résistance et finalement on la tient. C'est plutôt encore un chandelier qui est pas mal. Là, le topo c'est toujours le même. On pourra vraiment s'attendre à quelque chose, à un jour une consolidation, si on a au moins la cassure d'un support ou au moins une structure en chandelier négatif. Alors, il y en a une qui existe, mais qui pour l'instant n'est absolument pas en place. C'est la couverture en nuage noir. La voici. C'est celle-là. Un grand corps vert dans une tendance haussière, qui est suivi d'un corps rouge, dont l'ouverture se fait plus haut, et dont la clôture se fait 50% en dessous du précédent grand corps positif. Ce qui en fait signifierait pour l'USD-CHF une clôture sous 0,96. Autant vous dire que là, le marché est à 0,9660. Donc en l'état actuel, si le FX clôturait maintenant, c'est juste hyper bullish et ça le reste. Donc il faut être patient. Et pour l'instant, ça reste haussier, à l'image de l'eurodoll qui, sous 1,2570, reste baissier. Et n'oubliez pas votre volume d'échange réel en données 4 heures. Les matières premières, pour terminer. L'once d'or, vous avez été averti dès ce matin par une analyse sur le site qui teste ses plus bas annuels. Voilà, 1180 $. À l'époque, ce marché avait bien réagi sur ce niveau, ici de manière extrêmement impulsive le 28 juin 2013, de manière un peu moins impulsive le 31 décembre 2013, et aujourd'hui c'est Peanuts. Je voulais juste vous montrer ça. Aujourd'hui, le chandelier daily, c'est Peanuts. D'accord ? Il ne porte pas suffisamment de force intrinsèque pour permettre d'anticiper des phases comme on avait pu avoir par le passé. Et déjà, le niveau n'a pas été testé pile poil. Donc, je serai pour le moment patient et je laisse un point d'interrogation quant à la question de savoir si est-ce qu'on construit déjà un retournement ou pas. Impossible de le dire en l'état actuel des choses. Enfin, les pétroles. Ici, vous avez donc UK Oil et US et le WTI. Les derniers signaux techniques en date sont des signaux vendeurs. La cassure des 96,60 sur le Brent et la cassure des 91,50 sur le WTI. Je ne vois pas de support avant 88,50 et ici ce niveau-là. En fait, tout simplement ces points-là. Donc, pour le moment, je ne recherche pas d'achat sur ces deux marchés. Donc je repasse en données 4 heures et je réponds à vos questions. Alors, première question de René. Comment est-ce qu'on ajoute le volume d'échange réel? Donc excellente question. Je vais tout de suite vous indiquer comment faire. Alors bientôt, vous aurez une nouvelle lors d'une prochaine mise à jour, et c'est imminent, de la plateforme de trading. Ce sera installé par défaut. En attendant, il faut aller sur notre magasin d'applications, comme sur votre iPhone ou votre Android, hein. Sauf que là c'est FXM Application. FXM Application donne FXM Apps pour que ce soit plus court. Et ça crée donc fxmapps.com. Donc voilà, vous avez ici une explication.
Sur ce site ici, fxmapps.com, eh bien, vous avez la possibilité d'ajouter les données de volume et donc notamment le volume d'échange réel. Donc, voici ici un lien sur lequel j'ai pris le temps. Voilà. Donc, vous avez tout ça. Voilà. Et à partir de ce lien que je vous donne, vous pouvez d'ores et déjà installer ça sur votre plateforme, ou sinon soyez patient et attendez une toute prochaine mise à jour, où bientôt vous aurez tout. Donc ça c'est vraiment important, et je vais remettre ici l'euro-dollar en données 4 heures. Alors voilà, attention, un 25,70, hein, seuil d'accélération haussière à surveiller, à l'image de ici du volume d'échange réel. Le volume d'échange réel, il faudra surtout le surveiller lorsque peut-être qu'un jour, et ça arrivera à un moment ou à un autre, le marché tentera de sortir de ce canal de baisse. Car tôt ou tard, il le quittera. Il n'y a aucune structure graphique qui est éternelle. Alors, donc pour le volume d'échange, je viens de vous répondre. Tasse avec anse sur l'USD Yen, l'Eurocad, le volume. Voilà. Ah bah, le volume, c'est pas bien compliqué, hein. Vous l'avez ici. Regardez. C'est juste indiqué ici, hein, combien ça représente. Actuellement, depuis 1h05, vous avez 221 millions de dollars qui ont été négociés chez FXM dans le monde sur l'euro-dollar. Comment est-ce que vous lisez ça? Prenez le dernier histogramme. La valeur monétaire, elle est écrite là. Donc voilà, 221 millions, 222 millions de dollars qui ont été injectés par vous et vos collègues traders FXM en Chine, aux États-Unis, etc. C'est comme ça que vous devez le lire. Voilà, donc c'est 222 millions de dollars. Et vous voyez, c'est en temps réel. Mais vous comprenez que euh, un chandelier significatif, c'est pas 200 millions, hein, c'est 2 ou 3 milliards qui peuvent passer en 4 heures, quoi. Alors c'est un volume monétaire mais qui tient compte de l'effet de levier, hein. Alors, ok. Alors c'est possible, Lorenzo, sur euro-dollar et USD CHF et USD Yen, hein, mais bon, on a tellement vu des diffs que j'attends de voir une cassure de résistance. Alors, vous souhaitez qu'on évoque l'EuroCAD et l'USD-CAD. Donc, peut-être que vous êtes au Canada, on va les regarder tout de suite. USD-CAD et EuroCAD. Alors quel peut être l'objectif sur le CAC 40 lors des prochaines semaines? Tout simplement revenir chercher les points bas du mois d'août, hein. Ça fait 4100 points, quoi. Et moi je pense qu'à moins de voir les US s'enflammer et faire de nouveaux plus hauts en mode euphorique, euh, on ira à 4100, quoi. Alors l'USD-CAD et l'EuroCAD. EuroCAD pour commencer. Alors le dollar canadien il reste assez solide. Il est plutôt bien orienté ces derniers temps. Attention à l'EuroCAD. Attention, attention. Le marché est en train de retomber. Il y avait un niveau ici important qui passe à 1,40 sur l'EuroCAD. On a eu un premier rebond, un second, une tentative de rebond le 2 octobre et ça ne tient pas. Il existe donc un risque de voir l'euro dollar canadien peut-être casser les 1,40, ce qui n'est pas encore fait. Mais je ne serais pas
acheteur de ce niveau qui a déjà été testé 3 fois. Et voilà que le marché retombe dessus. Et donc il y a un risque que ça casse et que l'Eurocad aille chercher 1,3880, 1,3890. Ce n'est pas fait, le signal n'est pas donné. Mais je pense que là nous sommes sous pression. On doit avoir ce type, voilà. Alors on a ce type d'oblique aussi de résistance. Je ne chercherai pas à court terme d'achat. On voit vraiment qu'on a une compression maintenant extrêmement étroite entre ces 1,40 et cette oblique. Tant qu'on est sous cette oblique, il y a un risque que ça cède. La toute première clôture D1 donnerait le signal. Donc je pense que ça reste sous pression. Du côté du momentum, ouais, on a peut-être des précassures ici sur le RSI, donc méfiance. Méfiance, méfiance, méfiance. Ça reste quand même sacrément faible. Et enfin, l'USD CAD. L'USD CAD, il a atteint un objectif de cours, on peut dire target reached, objectif atteint. 1,1275. Avec, bon, voilà. Honnêtement, je m'attends quand même à une belle phase de pause sous ces 1,1278. Donc je parle du court terme. On peut revenir chercher cette base là à 1,1150. Là au niveau actuel des cours, difficile de prendre un trade. Mais voilà. Il est possible que nous assistions cette semaine à un renforcement du dollar canadien. Alors, lorsque vous chargez le volume, si vous avez un petit bug d'affichage, vous faites F5. Alors, comment est-ce qu'on peut apprécier la tendance du dollar canadien? Je vous recommande une paire de devises qui est en effet le CAD CHF. Je pense que le CAD CHF, qui aujourd'hui d'ailleurs est particulièrement bullish, permet... Et je pense qu'aujourd'hui, le CAD CHF est en train de vous dire ne shortez pas le dollar canadien, puisqu'il tente de donner un signal d'achat en cassant une résistance. Ce qui peut laisser croire que l'Eurocad peut casser son support. Donc, cette monnaie, elle est bien orientée à court terme et elle devrait le rester tout au long de la semaine. Donc en effet, là il y a peut-être un pré-signal de hausse intéressant sur le dollar canadien. Alors les prochains objectifs c'est quoi? Ben écoutez, on a plusieurs façons de les appréhender, puisqu'on a ici des résistances faciles à se trouver, notamment 0,8690 ou 0,87. On peut aussi attraper un bas de canal, il y a plusieurs façons de faire, ou encore pour un objectif de cours sur le cas de CHF, peut-être attraper ce type de pattern. Ouais, donc là honnêtement, ça me paraît quand même plutôt... je préférerais chercher des achats sur le CAD CHF que d'anticiper la cassure d'un support sur l'Eurocad. Alors si j'ai parlé du gold, si j'en ai parlé du gold tout à l'heure. J'ai parlé du gold tout à l'heure. Donc bah voilà, donc merci d'avoir assisté à ce point de marché. Le chiffre 13, ce n'est pas un bon chiffre pour l'Amérique. Le chiffre 13, ce n'est pas un bon chiffre pour le dollar. Nous allons peut-être enfin vivre une semaine de consolidation pour le dollar américain, ce qui n'est pas encore acquis. Par contre, le dollar du Canada, son voisin, semble être bien orienté. Les marchés actions continuaient de vendre l'Europe, notamment le CAC, le MIB, le DAX et le FTSE, qui lui reste faible, mais il faut le vendre au contact de bons niveaux. Merci à tous. Quant à l'USD CHF, c'est vraiment sous 0,96 et qu'il faut commencer à s'inquiéter, mais pour l'instant, on a vu que ça restait bien orienté. Je vous remercie et
à demain. Il y a eu pas mal de questions sur le volume d'échange. À 18 h tout à l'heure, il y a un webinaire sur la plateforme de trading. Donc on pourra à ce moment-là revenir sur la façon dont on installe le volume sur la plateforme. À demain.